Bonjour Bonjour à à tous. tous, soyez bienvenus sur ce nouveau webinaire donc de l'assurance maladie de Moselle. Aujourd'hui, on va voir ensemble les salaires de référence, notamment les salaires que vous indiquez sur vos attestations de salaire. Alors, on attend à peu près 186 participants, le temps que les derniers employeurs nous rejoignent. On va peut-être se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je te laisse commencer. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, je suis Océane Guerchou et je suis donc chargée de la relation entreprise au sein de l'assurance maladie de Moselle. Et puis Mathieu Kiffer, chargé de la relation entreprise également au niveau de la CPM de Moselle. Juste pour recontextualiser un petit peu nos missions à nous, c'est surtout de vous accompagner au quotidien sur tout ce qui est point réglementaire, sur les téléservices et aussi sur la qualité de saisie des attestations de salaire ou des déclarations. Et c'est justement aujourd'hui l'objet de ce webinaire, ça va être de revoir ensemble les salaires. Alors, au niveau des modalités de ce webinaire, on va juste revoir un petit peu ensemble l'organisation. Si vous pouvez juste nous faire un petit retour déjà sur le son, là, si vous avez bien accès au partage d'écran, au support, si vous nous voyez et vous nous entendez. Et puis, du coup, en attendant de vous lire, je vais un petit peu vous expliquer comment va se dérouler ce webinaire. Donc, ça devrait durer à peu près 1 heure au grand maximum. C'est un tout petit webinaire vraiment pour refaire un point sur les salaires et l'importance des salaires que vous indiquez sur les attestations de salaire. À savoir que si vous souhaitez télécharger le support, c'est possible. Vous aurez une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire et il y aura un lien à copier-coller à la fin Dans un du questionnaire. navigateur, oui. Il faudra juste copier-coller ce lien et le coller dans un navigateur Internet pour pouvoir récupérer le support. Et si jamais il y a un petit souci de connexion ou si jamais vous ne pouvez pas suivre le webinaire à la fin, il y aura un replay qui est disponible et qui sera du coup sur la chaîne YouTube de la Oui. CPM de Moselle. Donc n'hésitez pas à les consulter, sachant qu'il y a tout l'historique de nos webinaires. Si jamais il y a d'autres sujets qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Il y a peut-être des sujets auxquels Mm. vous souhaitez une réponse et qu'on aborde dans un des webinaires. Voilà au niveau des modalités. Si jamais vous voulez poser une question ou interagir, n'hésitez pas à passer par le petit icône QR, questions et réponses. Comme ça, si on peut aborder tout de suite votre question et y répondre directement, on attrapera la question et puis on donnera une réponse directement. Sinon, pas de panique, on y répondra en fin de webinaire. Voilà au niveau des modalités du webinaire. Je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter, Océane. Non, Non? pas spécialement. Je vois que la plupart des personnes nous entendent, donc je pense qu'on va pouvoir démarrer avec le sommaire, hein. Super, on souhaite encore la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Et puis on passe du coup au sommaire de ce webinaire. Donc dans un premier temps, on va voir un petit peu les généralités sur les salaires, à quoi ça sert notamment, quels sont Mhm. les salaires retenus pour le calcul des indemnités journalières. Et puis après, on verra ensemble les bonnes pratiques avec un petit exemple aussi bien en maladie qu'en maternité, paternité. Voilà, on reviendra un petit peu sur les salaires. Voilà, et bien tout de suite, on démarre du coup avec les généralités. Puis je te laisse la parole, Océane, pour les généralités sur les salaires de Exactement, référence. merci Mathieu. On va justement commencer sur le calcul de l'indemnité journalière. Donc, il faut savoir qu'il repose sur deux choses. Premièrement, la détermination de la période de référence, qui, elle, va être déterminée par le DJT, donc le dernier jour de travail. Et l'ELIJ, donc, repose également sur les salaires pris en considération. On le rappelle un petit peu rapidement, donc le DJT, donc le dernier jour de travail, c'est toujours la veille de l'arrêt de travail, c'est-à-dire que vous avez un salarié en arrêt le 15, le DJT sera forcément le 14. Par contre, il y a juste une exception, c'est là où si votre salarié a travaillé le jour même, c'est-à-dire qu'il a travaillé le 15, pour des raisons X ou Y, il a dû rentrer chez lui entre midi, il ne se sentait pas bien. Là, vous allez bien mettre le 15 comme dernier jour de travail. C'est vraiment la seule exception. Sinon, que ce soit un dimanche ou un jour férié, c'est toujours la veille. Également, si la paie du mois en cours est au moment de l'arrêt, là, on ne va pas la prendre en compte, sauf si le DJT correspond au dernier jour du mois. C'est-à-dire que vous avez un arrêt de travail à compter du 1er février, par exemple. Forcément, le mois précédent, c'est bien janvier, il sera bien pris en compte. Et également, si vous avez un arrêt de travail au 31 janvier, il sera également pris en compte. Quelle que soit la nature de l'arrêt de travail, les IJ sont toujours plafonnés. Donc là, il me semble que c'est aux alentours de 3 000 euros, J'ai 3 100 plus le euros. Je ne sais plus plafond exactement le en tête, plafond, mais de mais manière, vous le retrouverez. Vous c'est retrouverez ça. l'historique des plafonds si jamais vous souhaitez encore faire un calcul sur les indemnités C'est ça. journalières en 2022-2023, parce qu'on remonte Oui. que sur les Mm. 2 dernières années. Les deux Deux dernières dernières années. années, oui. Donc, vous retrouverez l'historique des plafonds pris en compte pour le calcul Sur sur un amélie.fr. média entreprise. Oui.
Et puis, si jamais vous ne les retrouvez pas, vous nous contactez et puis nous, on pourra vous les donner, hein, si besoin. C'est ça. En sachant qu'ils sont revalorisés à Chaque chaque année, hein. fois qu'il y a une augmentation du C'est SMIC ça. horaire. On va voir maintenant par rapport aux risques, hein, parce que du coup, les salaires à indiquer ne sont pas les mêmes en fonction des risques. Pour la maladie, donc une activité régulière, hein, donc un salarié qui est payé tous les mois à peu près le même salaire, on va prendre les 3 salaires bruts échus précédant l'interruption de travail. Pour tout ce qui est activité irrégulière ou discontinue, donc là, on est sur les VRP, on est sur les intérimaires ou même les assistantes maternelles payées en chèque CESU, on va bien prendre les 12 salaires bruts échus précédant l'interruption de travail. Par contre, pour tout ce qui est maternité, paternité, accueil de l'enfant et adoption, là, on va prendre les salaires nets, donc les 3 salaires nets échus précédant l'interruption de travail. Alors attention, hein, quand on parle de salaire net, on dit bien donc le salaire brut déduit d'un taux de charge forfaitaire de 21%. Il ne faut pas le confondre avec le net à payer qui est indiqué sur le bulletin de salaire. On reviendra tout à l'heure, on a un petit exemple. Et pareil que pour la maladie, donc il faudra bien prendre les 12 salaires bruts échus pour une activité irrégulière et encore une fois les réduire de 21%. Donc ça, c'est très très important de bien les réduire de 21% pour éviter du coup les rejets des attestations de salaire, hein. Donc maladie, salaire brut, maternité, paternité, accueil de l'enfant, adoption, salaire échu de 21%. Voilà, sachant que souvent, pour les maternités, il y a souvent de la maladie avant le congé maternité. Nous, on vérifie quand même que les salaires maladie et maternité C'est ça. collent ensemble. Donc, si jamais on prend les salaires maladie et qu'on abat un abattement de 21% et qu'on ne tombe pas sur les salaires maternité que vous C'est indiquez, ça. ça va faire l'objet de rejets. Et forcément, hein, si on rejette les attestations pour des salaires erronés, bah, il y aura des retards de paiement et ça peut mettre en situation financière compliquée Exactement. pour vos salariés. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'en maternité, paternité, il y Ouais. a l'abattement de 21%. Ce qui est pratique, c'est que si vous faites un signalement DSN, ça se fait automatiquement. Par contre, ce qui est un petit peu compliqué, c'est sur notre entreprise où là, quelques petites erreurs de frappe sur la calculatrice, ça arrive. Mais en tout cas, si vous passez par la DSN, c'est beaucoup plus simple et ça se fait automatiquement. Et justement, tu me permets de faire une Voilà. transition sur la DSN. Donc, à savoir que quand vous faites une attestation de salaire, il y a deux canaux, hein. Soit vous le faites par signalement DSN, soit par saisie manuelle sur notre entreprise. Donc, on va juste revoir un petit peu comment ça se passe en DSN, hein. Donc, dès lors que vous faites un signalement DSN, tout est facile et automatique. Finalement, le système va reprendre les salaires de votre DSN mensuel qui précède votre signalement. Donc, je revois un petit peu avec vous le schéma, hein, comment s'articule la DSN, hein. Souvent, ce n'est pas facile à comprendre sur le chaînage, notamment au niveau du vocabulaire. Donc, vous êtes employeur. Donc, c'est-à-dire que vous faites tous les mois les DSN mensuels, c'est-à-dire qui est le reflet de la masse salariale, hein, les fiches de paye de vos salariés. Ça, cette DSN mensuelle, vous devez la déposer tous les 5 ou le 15 de chaque mois. Donc, ça, c'est une obligation et c'est à faire tous les mois. Et en parallèle, dès qu'il y a un événement qui intervient dans la vie de votre salarié, hein, que ça soit la sortie de l'entreprise ou un arrêt de travail, vous avez la possibilité de faire des signalements événementiels. C'est ce que nous, on va appeler au niveau d'un arrêt de travail le signalement arrêt de travail. Et c'est ce signalement que vous allez faire ponctuellement qui va du coup générer une attestation de salaire et permettre le paiement des indemnités journalières. Par contre, dès lors que l'attestation, elle se génère, elle va aller piocher dans toutes les DSN mensuelles, hein. Donc, comme Océane l'a expliqué, si c'est un salarié standard, ça va aller piocher dans les 3 dernières DSN. Si c'est un salarié discontinu, ça va aller piocher dans les 12 dernières DSN. Et ça va aller piocher les salaires bruts de votre salarié. Donc, au niveau DSN, il n'y a pas d'erreur de saisie a priori. Si tout est bien paramétré, au niveau de la Mm. DSN, c'est fiable et c'est juste. Donc ça, c'est pour la saisie DSN. Si jamais vous vous rendez compte que dans votre signalement, vous vous trompez toutefois sur le dernier jour de travail ou sur les dates de subrogation, vous avez toujours la possibilité de faire un signalement annulaire en place et de refaire une autre attestation de salaire pour corriger le dernier jour de travail ou la subrogation. Mais au niveau des salaires, en théorie, normalement, tout est issu de la DSN mensuelle et il n'y a pas d'erreur, c'est quand même réputé fiable. Donc ça, c'est pour la DSN, tout est automatique. Sinon, autre canal, ça va être la saisie manuelle sur Net Entreprise. Alors, c'est un petit peu plus long au niveau de la saisie de l'attestation de salaire, à savoir que ça se fait en 8 étapes, parce qu'il faut identifier déjà, choisir le SIRET, identifier votre salarié, le dernier jour de travail, les conditions d'ouverture de droit, et c'est seulement à l'étape 5 que vous allez pouvoir faire la saisie des salaires. Alors, on rappelle qu'il y a 2 étapes à l'étape 5. La première étape, il faut simplement mettre le salaire brut soumis à cotisation. Et à l'étape 5, 2 sur 2, vous avez la possibilité de rétablir. C'est-à-dire que si jamais votre salarié avait une absence et que le salaire n'était pas complet,
bah, vous pouvez du coup indiquer le salaire sur lequel aurait cotisé votre salarié s'il n'avait pas eu cette absence. Donc, vous pouvez rétablir. À savoir que, comme on l'expliquait avant, dès lors que vous êtes en maladie, donc ici c'est notre exemple sur notre entreprise, hein, vous avez saisi une attestation de salaire en maladie, il faudra cocher brut. Et si vous saisissez une attestation maternité, paternité, il faudra saisir du coup des salaires réduits de 21%. Et c'est à vous de faire le calcul en amont. C'est-à-dire que dès lors que vous faites une maternité, enfin une attestation maternité-paternité, il faut faire les calculs au préalable et nous indiquer directement les salaires bruts réduits de 21%, ce qu'on appelle du coup les salaires nets. Voilà, au niveau de la saisie nette entreprise, mais du coup, sur nette entreprise, hein, parfois, il peut y avoir des erreurs de saisie. Oui. Parfois, ce n'est pas évident non plus de rétablir le salaire, de savoir quel est le bon salaire à indiquer. Et parfois, on voit aussi des erreurs de saisie ou j'allais dire, des erreurs de calcul au niveau des rétablissements. Donc, c'est pour ça, nette entreprise, c'est un petit peu moins fiable, hein. C'est de la saisie, j'allais dire, avec une intervention humaine derrière. En DSN, c'est tout de même plus fiable, étant donné que c'est ce qui est déposé tous les mois et ce qui est déclaré au niveau de l'URSSAF. C'est vrai que de notre côté, après, pardon, je te coupe. Vas-y. C'est vrai que de notre côté, quand on remarque qu'on rejette beaucoup moins d'attestations en DSN qu'en net entreprise, donc c'est aussi pour ça qu'on insiste hein, souvent sur la DSN parce que c'est vraiment beaucoup plus fiable et c'est vraiment celle qu'on rejette le moins. Et sur Net Entreprise, hein, comme pour le signalement DSN annulé en place, si jamais vous vous trompez, hein, que ça soit dans le dernier jour de travail, dans les dates de subrogation ou éventuellement dans les salaires, vous avez toujours la possibilité de faire sur Net Entreprise une attestation rectificative. Donc, il y a toujours possibilité de C'est ça. corriger Mm. si jamais vous observez une erreur. Mais cochez bien rectificatif, par contre, hein. Oui, C'est très, très oui. important, la coche. Ouais. Malheureusement, si vous ne cochez pas rectificative et qu'on a deux attestations non C'est ça. rectificatives, On va vous refaire un rejet voilà, et vous redemander notre de attestation. Donc, reconfirmer ce que vous voulez corriger. mm. On va vous faire aussi un petit rappel, toujours contextuel, hein, par rapport à la DSN ou alors notre entreprise. Quel que soit le canal pardon, que vous allez utiliser, il faudra bien nous faire une attestation des réceptions d'un arrêt de travail initial d'au moins un jour. Alors, un jour, vous allez me dire, peut-être que ce n'est pas utile, mais en fait, si, parce que sur le volet 3 que vous recevez, vous n'avez pas la mention en lien avec une affection longue durée ou pas. Et si c'est en lien avec une affection longue durée, justement, nous, on va pouvoir peut-être indemniser cet arrêt d'un jour. C'est-à-dire qu'en ALD, on va seulement neutraliser la carence qu'une seule fois, donc que sur le premier arrêt. Si votre salarié a des arrêts de travail en lien avec cette pathologie, donc cette ALD de 2 ou 3 jours, 1 ou 2 ou 3 jours, on va justement nous pouvoir indemniser ces arrêts. Donc c'est très très important de nous les envoyer et de nous faire une attestation de salaire à chaque fois que vous avez un arrêt de travail, même si c'est d'un jour. À chaque changement de risque également, si c'est de la maladie, la maternité, l'accident de travail. Là, il faut bien faire attention donc au changement de risque et également à la subrogation parce que votre salarié peut avoir le droit à une subrogation en maladie, peut-être pas en maternité ou l'inverse. Et là, surtout pour la maternité, il faut faire attention à tout ce qui est les prescriptions de 14 jours en rapport avec l'état pathologique, hein. Ça, on le répète, ça s'indemnise en maternité. Également pour chaque période en cas de fractionnement du congé paternité, hein, là aussi, hein, si votre salarié fractionne son congé paternité, il faut bien penser à nous faire des attestations de salaire pour chaque fractionnement. À savoir qu'en DSN, hein, vous déclarez les dates automatiquement. Et pour notre entreprise, donc il y a deux étapes à faire. Il faut nous faire l'attestation de salaire et ensuite il faut aller sur le compte entreprise pour nous déclarer les dates. Ensuite, en cas de subrogation, hein, si vous ne faites pas la subrogation, il faut effectuer votre déclaration dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt. Donc ça, c'est pour vraiment éviter toute rupture de paiement. Et nous, c'est vrai qu'on a un petit délai de paiement. Donc vraiment, si vous le faites le plus tôt possible, nous, c'est mieux pour ensuite qu'on puisse indemniser le salarié. Par contre, si vous pratiquez la subrogation, donc en DSN, vous pouvez transmettre vos signalements au fil de l'eau ou alors attendre l'envoi de la DSN mensuelle pour envoyer vos signalements d'arrêt. Mais c'est vrai que de notre côté, nous, on préconise quand même de le faire, que ce soit en subrogation ou hors subrogation, dans les 48 heures suivant la réception de l'arrêt. Ensuite, hein, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, si on vous y invite ou si vous avez fait une erreur, vous pouvez faire un signalement annulaire en place en DSN ou alors une attestation de salaire rectificatif dans notre entreprise, hein. Donc, comme on l'a dit, c'est très important, la coche, hein, que ce soit coché rectificatif. Et donc, toute modification apportée sur une attestation de salaire non rectificative ou un signalement non coché annulaire en place, malheureusement, on ne pourra pas le prendre en considération. Et là, ça va engendrer donc d'autres rejets, probablement, hein, de notre part. Et du coup, ça va vous alourdir votre travail. Donc, vraiment, pensez bien à mettre rectificatif si c'est le cas. Alors, j'en profite juste avant de passer sur les bonnes pratiques au niveau des salaires. Il y avait
quelques petites questions juste pour y répondre rapidement. Il y avait une question sur le signalement DSN Oui. pour les agents titulaires Ircantec. Alors, on va juste refaire un petit point pour tout ce qui est fonction publique. Mhm. Donc, les agents contractuels qui cotisent à l'Ircantec, le signalement est possible. Par contre, il y a des fonctionnaires qui sont titulaires et alors, je ne sais plus De si, moins, 20 voilà, de de moins de moins de 28 28 heures, heures. Il eux, faut passer par effectivement, voilà, net entreprise, le oui. signalement n'est pas possible. On a vu avec le GIP Net Entreprise Ouais. récemment, c'est pas encore d'actualité. Donc, effectivement, hein, pour les agents fonctionnaires qui dépendent de la CPM, le signalement n'est pas possible. Il y avait une autre question sur le calcul au niveau de l'abattement de 21% hein, pour tout ce qui était congé maternité-paternité. De mémoire, il me semble qu'on y revient après, mais là, on vous donne déjà la réponse, c'est-à-dire qu'il faut prendre le salaire brut et multiplier par 0,79. Je vois que dans Oui, la c'est ça. question, Oui, il y avait écrit multiplié par 78%, donc c'est pas juste. Il faut faire fois 0,79 pour avoir le salaire abattu de de 21%. 21%. Voilà au niveau des questions. On va peut-être passer à la suite et puis on reviendra sur le reste Sur le reste plus tard, des oui. questions en fin de webinaire. Alors, au niveau des bonnes pratiques sur les salaires de référence. Alors, on vous a mis une fiche de paye, hein, comme ça, c'est toujours plus parlant avec un Oui. exemple concret. Ici, vous avez, alors on a pris une fiche de paye assez simplifiée. Donc, vous avez votre salarié qui a un salaire de 1 161,50 €. Donc, ça, c'est son salaire de base. À ce salaire, il a une prime d'ancienneté à 174,23 €. Donc, à ça, il a encore des heures qui sont payées au taux normal à 14,09. Donc, ça, c'est tout ce qu'il a au niveau sur ce qu'il cotise. Il y a une régularisation pour les congés payés. Hein, donc, vous lui enlevez 60,72 € et vous lui repayez 63,48 €. Donc, il cotise sur cette différence. Donc, là, il n'y a rien à rétablir. Finalement, le salaire qui sert à la cotisation assurance maladie, invalidité, décès, c'est 1 352,58 €. Donc, vous, quand vous allez faire votre attestation de salaire, vous allez devoir indiquer donc, sur Net Entreprise cocher la case brute et indiquer un salaire de 1 352,58 €. Hein. On rappelle que le calcul des indemnités journalières se fait toujours sur le salaire et les éléments de salaire qui vont servir à la cotisation de l'assurance maladie. Je le rappelle, en DSN, tout est paramétré, c'est automatique, hein, il n'y a pas de risque d'erreur. Le système va automatiquement chercher les éléments de paye dans les DSN mensuels qui précèdent votre signalement. Donc ça, c'était pour ce qui est au niveau maladie. En maternité, justement, on va reprendre, donc au niveau de on va prendre un autre bulletin de salaire. Hein. Donc ici, votre salarié, il a un salaire à 1 971,71, c'est son salaire de base. À ça, il y a des heures majorées à 247,82 €, donc ça lui fait un salaire à 2 219,53 €. À ça, il y a aussi des indemnités compensatrices de nourriture à 180,40 €. Hein. Donc on additionne tout ça, il a un salaire brut de 2 399,93 €. Donc si vous saisissez une attestation en maternité-paternité, important, il faut bien sûr indiquer le salaire brut avec un abattement de 21%. En aucun cas, il faut indiquer le net à payer. Hein. Ici, on voit que son net à payer est de 1 944,88 €. C'est faux. Hein. Il ne faut pas prendre le Mm. net qui figure sur la fiche de paye. Il faut prendre le brut et appliquer un abattement de 21%. Donc, quand on fait 2 399,93 € fois 0,79, on obtient du coup notre salaire réduit de 21% à 1 895,95 €. Et là, vous pouvez valider. Voilà, c'est ce qu'on vous a mis. Et en DSN, hein, toujours petite chose à savoir, c'est que le système fait automatiquement ces abattements de 21%. Donc en DSN, le système est bien paramétré pour ne pas se tromper dans les salaires. En général, oui, j'allais dire en général, on n'a jamais Non. d'erreur. Hein. Dès lors que vous faites des attestations DSN en maladie et en maternité, il n'y a Mm. jamais d'erreur sur les salaires abattus ou c'est les salaires bruts. Hein. Tout colle en général au C'est niveau ça. des salaires. Souvent, en maternité, c'est souvent ce qui pêche, c'est le DJT, hein, ces derniers jours de travail. Pensez bien que dès lors qu'il n'y a pas du tout d'interruption entre, enfin, je fais une petite parenthèse, hein, mais dès lors qu'il n'y a pas du tout d'interruption entre peut-être une maladie qui précède les 14 jours pathologiques et la maternité, quand il n'y a pas d'interruption, le dernier jour, c'est bien à prendre en compte, c'est bien celui qui est au tout début, donc ce sera celui de la maladie. Hein. Vraiment, c'est que le DJT qui pêche, mais les salaires en général, tout fonctionne.
Alors, j'ai une question qui nous demande, hein, les 21%, peu importe le Oui. statut du salarié, ah oui, hein, peu importe que ça soit, j'allais dire, un VRP, un Oui, intérimaire, l'apprenti aussi, un oui. apprenti, voilà, il faut toujours, hein, dès lors que vous faites une Mm. attestation en maternité-paternité, toujours indiquer le brut abattu de C'est 21%. ça. C'est parce qu'au niveau réglementaire, c'est pas le même calcul qui se fait, à savoir qu'en maladie, on indemnise 50% du Mm. gain journalier. Donc, du coup, on va vous demander le salaire brut, nous, on va calculer le montant Mm. de l'indemnité journalière en maladie, alors que pour tout ce qui est congé paternité-maternité, on va indemniser 100%. Et C'est pour ça. enlever voilà, tout ce qui est cotisation, bah, on vous demande d'indiquer des bruts abattus de Mm. 21% pour avoir un salaire, on va dire, réduit. C'est ça. Étant donné qu'on indemnise la totalité Mm. du congé paternité, il n'y a pas 50%, c'est 100% du gain journalier. Voilà au niveau des salaires en maternité-paternité. Alors là, on va parler un petit peu des salaires établis. Donc, j'ai vu qu'on avait quelques questions, donc on va essayer d'y répondre en fur et à mesure. Donc, c'est dans le cas où votre salarié n'a pas travaillé de façon continue pendant la période de référence. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir reconstituer le salaire comme si il avait travaillé pendant toute la période, par contre, selon le contrat de travail en cours. Donc, certaines situations permettent de rétablir le salaire en cas de donc, une nouvelle embauche. Donc, ça, c'est uniquement pour le mois de l'embauche, on y reviendra tout à l'heure. L'arrêt maladie, maternité, paternité avec de l'enfant, le chômage partiel ou involontaire, des congés non payés mais autorisés par l'employeur, hein, des congés sans solde ou en grève, la fermeture de l'établissement à la disposition duquel reste votre salarié. Par contre, il y a des situations où vous ne devez absolument pas rétablir le salaire. C'est-à-dire que s'il y a une absence non payée et non autorisée par l'employeur, donc ça c'est une absence injustifiée, et la journée de solidarité. Et également, on ne l'a pas mis, hein, mais la mise à pied ne fait pas non plus l'objet d'un rétablissement de salaire. Et en maternité, hein, donc le salaire rétabli, en paternité aussi hein, d'ailleurs, il doit être également réduit de 21%. Dès lors qu'il y a de maternité-paternité, on le rappelle, on déduit tout de 21%. Donc là, on va voir la nouvelle embauche. Donc du coup, le salaire, il va s'appliquer uniquement sur le mois de l'embauche. C'est-à-dire que votre salarié, donc là, il a été embauché en décembre 2021. En octobre et en novembre, il ne faisait pas partie de votre effectif. Donc, les salaires, vous allez les mettre à zéro. Par contre, vous allez bien rétablir le mois de l'embauche, donc en décembre. Donc là, sur notre exemple, on voit qu'il a travaillé 75 heures, alors que son contrat, normalement, est à 151 heures. Donc, vous allez bien mettre le montant qu'il a perçu pour ces 75 heures, hein, donc ici 1 000 euros. Et ensuite, vous allez rétablir à 2 000 euros. Vous mettez bien en motif nouvelle embauche. C'est vraiment le seul moment où il faut bien rétablir le mois de l'embauche. Et en DSN, bien sûr, hein, tout est automatique sur les salaires établis et leur récupération. À savoir aussi que par rapport à l'ouverture des droits, hein, vous pouvez peut-être nous poser la question. Nous, l'ouverture des droits, si elle ne se fait pas avec ce que vous indiquez, il y a un système de chaînage qui va pouvoir rechercher les anciennes DSN mensuelles des contrats précédents et ensuite il va tout reconstituer et peut-être que là, on aura l'ouverture de droits. Et si malheureusement elle n'est toujours pas connue, nous, ce qu'on peut faire, c'est de réclamer les bulletins de salaire aux salariés pour essayer de voir si on peut ou non payer son arrêt de travail. Voilà, au niveau des nouvelles embauches, on va faire un petit point aussi sur tout ce qui est temps partiel thérapeutique, hein, au niveau des salaires. Alors, première chose à savoir, c'est que le temps partiel thérapeutique, pour l'instant, n'est toujours pas disponible, hein, n'est toujours pas Ouais. possible en DSN, hein. Vous pouvez bien sûr alimenter au niveau de vos DSN mensuels les pertes du temps partiel thérapeutique, mais ça ne déclenche pas d'attestation de salaire et le signalement voilà, n'est pas possible. À savoir que dès que ça sera possible, ça ne se fera pas sur signalement, ça se fera sur dépôt de la DSN mensuelle. Il y aura une attestation qui se générera automatiquement côté assurance maladie. Mais pour l'instant, il y a encore des travaux qui sont menés au niveau national. Donc, les attestations pour les temps partiels thérapeutiques en DSN ne sont pas d'actualité à ce jour. Et d'après nos éléments, ça n'arrivera pas Avant normalement 2020. courant 2025. Donc, il faut continuer à passer par Net Entreprise pour faire les saisies. Petit point, vous l'avez peut-être certainement remarqué, on vous a déjà un petit peu expliqué pourquoi il y a deux motifs, hein. Quand vous faites une attestation de salaire sur Net Entreprise, il y a l'attestation avec la perte pour le temps partiel pour motif thérapeutique. Et il y a une deuxième rubrique, c'est la même, hein, le temps partiel pour motif thérapeutique, mais sans arrêt initial. Alors, quelle est la distinction entre les Mm. deux? Si vous voulez, le premier motif ici, hein, c'est simplement pour déclarer la perte du temps partiel thérapeutique. Par contre, hein, depuis quelques années, votre salarié peut démarrer Mm. directement d'emblée par un temps partiel thérapeutique. Et nous, on a besoin de connaître les salaires qui précèdent
ce temps partiel thérapeutique pour calculer une indemnité journalière théorique temps plein. Parce que, au niveau réglementaire, nous, une indemnité pour un temps partiel thérapeutique ne peut pas être supérieure à une indemnité que votre salarié aurait perçue pour un temps plein. Donc, si votre salarié démarre tout de suite par un mi-temps thérapeutique, nous, il faut qu'on ait connaissance des 3 salaires qui précèdent ce temps partiel thérapeutique, qu'on fasse un calcul pour calculer le montant d'une indemnité journalière temps plein, on va dire théorique, afin de pouvoir indemniser le temps partiel thérapeutique. Donc, dès lors que vous avez un salarié qui démarre d'emblée par un temps partiel thérapeutique, la première attestation pour déclarer la première perte du temps partiel thérapeutique devra se faire par cette attestation de salaire qui s'appelle l'attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel thérapeutique pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Et après, toutes les autres pertes pour les temps partiels thérapeutiques, vous pouvez utiliser la première rubrique simplement pour déclarer la perte. Petite précision, les pertes du temps partiel thérapeutique doivent coller avec les prescriptions qui sont prescrites par le médecin. C'est-à-dire que si votre salarié a un mi-temps thérapeutique qui est prescrit du 1er jusqu'au 15 mars, vous, au niveau de l'attestation de salaire, il faudra nous faire une déclaration avec la perte du 1er au 15. Si c'est prescrit du 1er jusqu'au 31 mars, bah, du coup, il faudra qu'on ait une déclaration avec la perte du 1er au 31 mars. Par contre, important, on rappelle que les congés sont à la charge de l'employeur. Donc, si votre salarié a des congés pendant son temps partiel thérapeutique, ce qui arrive, il faudra nous le signaler parce que nous, pendant cette période, on ne peut pas indemniser d'indemnité journalière. Donc, il faudra couper à chaque fois que vous avez connaissance de congés payés sur la période du temps partiel thérapeutique, il faudra scinder les périodes. Donc, dans notre cas, on vous a mis un exemple. Votre salarié a un temps partiel thérapeutique du 1er jusqu'au 31 mars. Il a des congés sur la période du 10 au 18. Bah, du coup, il faudra nous les indiquer. Donc, du 1er au 9 mars, il faudra calculer la perte. La perte, elle est de 300 euros. Du 10 au 18 mars, votre salarié était en congé payé. La perte est à 0 euros. Et après, il rebascule en temps partiel thérapeutique. Donc, du 19 au 31 mars, et nous indiquer la perte. Dans notre cas, on aura une perte à 435 euros. Donc, bien penser à scinder. On rappelle que pour calculer la perte de salaire, il faut toujours prendre son salaire habituel qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été en arrêt et enlever le salaire maintenu pour la partie travaillée. Donc, on prend le salaire théorique du temps plein et qu'on enlève le salaire réellement travaillé, ben, on obtient notre perte pour le temps partiel thérapeutique. Et je le rappelle, toujours bien penser à déclarer les congés payés parce que ce n'est pas cumulable. Il faut vraiment découper les périodes. Si votre salarié a 3 périodes du coup de congés payés dans le mois, ben, du coup, il faudra nous déclarer les 3 périodes de congés payés ainsi que les périodes du temps partiel thérapeutique. Et c'est uniquement accessible sur Net Entreprise pour le moment. On va voir maintenant, on va faire encore une fois un petit rappel sur tout ce qui est changement de risque. Donc, on le dit bien, un signalement, une attestation par risque. J'ai même eu une petite question tout à l'heure. Si vous avez une subrogation qui couvre plusieurs arrêts de travail, là également, il faut faire une attestation par arrêt, donc un signalement par arrêt. Même si vous avez une subrogation qui est de 3 ans, nous on préconise toujours de la mettre de 3 ans, faites bien une attestation de salaire par arrêt de travail. Donc en DSN, lorsque vous modifiez la nature de l'absence du salarié, un signalement est transmis à la CPM, c'est automatique. Comme d'habitude, on le répète, c'est toujours automatique. Il est également important de consulter le tableau de bord pour consulter les retours d'informations. Là aussi, c'est très très important. Votre tableau de bord, en fait, il va vous permettre de voir si déjà nous avons reçu ou non l'attestation de salaire. Alors faites bien attention parce que des fois, vous avez donc un petit logo vert dans votre logiciel de paie qui va vous dire que oui, l'attestation a bien été transmise, mais vérifiez quand même votre tableau de bord au cas où justement il y ait quand même un petit souci. Donc, le tableau de bord, c'est bien en DSA. Nous, on préconise de notre côté de le regarder au moins une fois par semaine pour bien être en accord avec ce que vous avez déclaré et pour aussi éviter que s'il y a un problème, votre salarié revienne vous voir en vous disant j'ai pas reçu mes IJ, comment est-ce que c'est possible alors que vous avez fait les démarches. Donc, vraiment, c'est important. En ce qui concerne donc Net Entreprise, il faut bien veiller à la cohérence des salaires, comme on dit tout le temps, donc déclarer sur les attestations de salaire en fonction des risques de l'arrêt et période de référence. Donc bien réduire de 21% pour la maternité et la paternité. Et également, on ne l'a pas précisé, mais pour l'accident de travail, bien mettre le mois précédent l'accident. On ne l'a pas précisé, c'est vrai, dans le support.
Et vous avez par contre donc là le compte-rendu qui est envoyé par mail, hein, donc regardez bien le compte-rendu, lisez bien. Faites également attention parce que ce n'est pas parce que l'attestation a été validée qu'il y a un paiement derrière. Peut-être que on l'a validée parce qu'elle est juste, mais on n'a peut-être pas reçu l'arrêt de travail. Ça fait l'objet d'une validation, mais pas de paiement. Ou alors, on peut peut-être vous réclamer des pièces. Donc ça, vraiment, faites attention au compte-rendu, lisez-le. Et c'est vrai qu'on préconise aussi d'avoir une adresse mail générique pour ce genre de compte, parce que si c'est Madame Dupont qui est la responsable RH et que c'est la seule qui a accès au compte-rendu, elle n'est pas là, elle est en LD pendant 3 ans, ben, personne d'autre a accès au compte-rendu. Donc vraiment, privilégiez les adresses mail génériques pour les comptes de entreprise. Voilà, au niveau de ce qu'on voulait vraiment aborder aujourd'hui, hein, vraiment vous sensibiliser sur C'est ça. l'importance, parce que si jamais vous faites des attestations nette entreprise et que vous vous trompez dans les salaires indiqués, bah forcément, nous, on va prendre ce que vous déclarez pour calculer le montant de la nette journalière. Et si ce n'est pas les bons salaires qui sont déclarés, bah, forcément, derrière, il y aura des erreurs de calcul de notre côté. Alors, favorable ou défavorable pour l'entreprise s'il y a subrogation ou pour votre salarié s'il n'y a pas de subrogation. Et forcément, si on a connaissance des bulletins de salaire ou éventuellement qu'il y a une autre attestation qui arrive et qu'on voit que ce n'est pas les mêmes salaires, ben, on va être obligé de vous demander des justificatifs pour nous confirmer quels sont les bons salaires à prendre en compte. Et on va être obligé de régulariser. Et là, forcément, parfois, si c'est des longs arrêts, ben, il va y avoir peut-être des rappels si Oui, jamais le calcul était défavorable parce qu'il y avait une erreur. Mais parfois, très souvent, on a malheureusement des indus à notifier, hein, aussi bien aux salariés, hein, c'est-à-dire aux assurés, qu'aux entreprises si jamais vous avez mis des salaires erronés qui étaient supérieurs, hein. Donc vraiment, soyez vigilants au niveau des salaires indiqués. Alors, juste avant de répondre à vos questions, on va peut-être juste vous donner encore les derniers contacts qui peuvent vous être utiles, hein. On les redonne à chaque webinaire, hein. Donc c'est toujours bien de les rappeler. Donc, au niveau des téléservices et de Net Entreprise, hein, n'hésitez pas à consulter le site Net Entreprise pour avoir toutes les actualités au niveau des déclarations sur Net Entreprise. Si jamais il y a un souci au niveau j'allais dire, des habilitations ou du compte Net Entreprise, vous pouvez contacter la plateforme Net Entreprise. Donc, c'est le 0800 6 800 700. Et n'hésitez pas aussi à consulter la base de connaissances où il y a des informations qui peuvent vous concerner. Alors, aussi bien pour les téléservices, j'allais dire, côté CPM, mais il y a aussi des téléservices en lien avec l'URSSAF, en oui. lien avec le France Travail. Voilà, n'hésitez pas à consulter toujours la base de connaissances. Il peut y avoir des informations qui peuvent être intéressantes pour vous. Côté assurance maladie, Donc, vous avez toujours hein, l'espace entreprise sur amélie.fr, côté entreprise. Et pour suivre vos dossiers, donc si vous avez, peu importe la question que vous avez sur un dossier Digi ou daté, vous avez donc le 3679 qui est notre plateforme téléphonique. voilà, alors on va essayer de répondre encore aux quelques questions auxquelles on n'avait pas eu le temps de répondre. Alors effectivement, il y a, juste petite précision hein, sur les contacts, on rebondit tout de Oui, suite sur les contacts. Il y a André Fritsch qui nous a du coup contacté sur notre adresse mail qu'on avait communiquée sur un précédent webinaire. Alors juste pour information, on avait effectivement ouvert une adresse mail hein, pour vous permettre de nous contacter. Malheureusement, il y a eu quelques abus et on avait beaucoup de réclamations IJ. c'est ça. Et au niveau de notre direction interne, voilà, ils ont décidé de refermer la boîte mail parce que malheureusement, on ne pouvait pas prendre en charge toutes les demandes C'est ça, oui. concernant des dossiers. Voilà, on rappelle, hein, si jamais il y a des soucis sur des dossiers qui bloquent, il faut contacter le 36 79 et faire le point avec un conseiller. Donc malheureusement, on a eu Mm. beaucoup de demandes d'employeurs. Donc voilà, On au ne pouvait niveau de pas, oui. direction, ils ont du coup redécidé de clôturer l'adresse mail. Donc là, une courte Oui, durée de c'est vie. ça. Mais voilà, nous après, de toute façon, si vous voulez nous contacter directement, alors je sais que souvent, vous avez notre ligne directe, hein, parfois on la communique Oui, assez facilement. Donc si on vous a déjà contacté, normalement, vous avez déjà notre ligne directe pour nous recontacter. Et si jamais vous souhaitez nous contacter, hein, vous pouvez toujours passer par les enquêtes de satisfaction en fin de webinaire en oui. nous indiquant vos coordonnées téléphoniques et puis nous, on vous recontacte pour faire le point avec vous si besoin. Mais c'est vrai que l'adresse mail, du coup, n'existe plus. Donc, voilà, il ne faut plus l'utiliser, vous ne pouvez plus nous contacter par mail. Oui. Au niveau des autres questions, donc j'avais du coup Mélodie Mézic qui nous disait que souvent les signalements DSN ne passent pas et qu'elle doit les refaire par Net Entreprise. Donc là, on vous invite quand même à consulter, hein, comme Océane le disait, le tableau de bord pour voir s'il n'y a pas une anomalie bloquante Oui. et éventuellement voir avec l'éditeur de logiciel comment faire pour corriger les anomalies bloquantes afin que les prochains signalements puissent passer.
Nous, c'est vrai qu'à notre niveau, on ne peut pas toucher votre logiciel de paye, on ne peut Non. pas non plus Mm. consulter vos tableaux de bord. Voilà, nous, on a un visuel sur parfois les anomalies. Donc, souvent, quand vous nous contactez, on peut regarder un petit peu ce qui se passe. Mais après, voilà, on ne peut que vous inviter à vous rapprocher de votre éditeur de logiciel pour essayer de voir que faire pour corriger hein, le dysfonctionnement. Et nous, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est si vous rencontrez des anomalies et que vous avez corrigé l'anomalie avec l'éditeur de logiciel, vous pouvez nous contacter Oui. et nous, on peut vous confirmer si l'attestation après c'est généré, pas généré. Mm. Nous, on peut éventuellement suivre les dossiers avec vous pour vous confirmer qu'au niveau de DSN, tout est OK. Voilà au niveau des questions. On avait d'autres questions donc sur le transfert de société, hein. Donc, si jamais il y a un changement de SIRET au niveau de la société, là, pareil, il y a une manipulation à faire avec le logiciel avec l'éditeur de logiciel pour éventuellement Mm. reprendre l'historique j'allais dire, des DSN mensuels de l'ancien contrat. Et quand vous faites votre signalement, ça va reprendre les salaires hein, qui avaient été déclarés sur l'ancien SIRET, hein. Donc là, il y a une manipulation à faire Mm. pour éventuellement reprendre hein, l'historique au niveau de l'ancien SIRET. Alors, on regarde au niveau des questions. Donc, il y avait une question pour découper les congés familiaux lors Mm. des temps partiels thérapeutiques. Effectivement, à tout ce qui est congé payé ou congé hein, pour un événement familial, si jamais votre Mm. salarié au fait, ne travaille pas, au fait, toute journée, j'allais dire, de congé est due par l'employeur. Donc, il faudra bien sûr nous scinder des périodes Mm. de tout ce qui est congé, hein, peu importe le motif du congé, hein, que ce soit un congé sans solde, un congé payé ou un congé pour événement familial, Oui. il faut nous déclarer le congé et scinder la période au niveau de la perte du temps partiel thérapeutique. On avait aussi une question par rapport à la limite d'âge du salarié pour qu'il soit indemnisé en arrêt de travail. Non, en soi, il n'y a pas d'âge limite, hein. C'est, à partir du moment où votre salarié il travaille, il a le droit d'être en arrêt de travail. Il faut faire l'attestation de salaire, hein. Il n'y a pas de... tu me coupes si je me trompe, mais non, hein, il n'y a pas de... Alors effectivement, il n'y a pas vraiment, en fait, ça va Mm, dépendre ouais, de la situation de c'est votre ça. salarié. Tant qu'il est, j'allais dire, tant qu'il ne demande pas ses droits à la C'est retraite, ça. Mm, il a le droit aux indemnités journalières comme un salarié lambda. Tant qu'il mhm. n'a pas j'allais dire, l'âge légal et qu'il Oui, n'a c'est pas fait ça. sa demande au droit à la retraite, c'est un salarié. Pour nous, écoute, l'assurance maladie, donc ça sera les règles, j'allais dire, De base. d'indemnisation, hein, comme pour tout salarié, c'est-à-dire les 3 ans si c'est dans le cadre d'une ALD, ou Mm, éventuellement tout ce qui est 360 J pour les affections non en rapport avec une ALD. Maintenant, effectivement, mm. si votre salarié bascule à la retraite, qu'il avait l'âge légal de la retraite, là, à ce moment-là, votre salarié n'a plus que droit à 60 60 jours. jours. Oui. Voilà. Mais nous, il faut Mm, qu'il y ait trois conditions, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait atteint l'âge légal ouais. de départ à la retraite, il faut qu'il soit à la retraite et il faut qu'il ait une activité Mm, professionnelle. c'est ça. Et à partir de ce moment-là, étant donné qu'il est à la retraite et Mm, qu'il avait l'âge de partir à la retraite, nous, au niveau de l'indemnité journalière, ça va être limité à mm, 60 jours. c'est Donc, ce n'est ça. pas 60 jours par arrêt de travail, c'est Non, 60 jours à partir du moment où il oui, bascule à la retraite. c'est ça. C'est-à-dire que dès lors qu'il aura atteint ces 60 jours, ça sera des Mm, refus à la retraite pour mm, toutes les c'est prolongations ça. et pour tous les nouveaux arrêts de travail qui va nous transmettre. Ça sera un refus systématiquement pour tout. 60 jours à partir du moment où il C'est ça. bascule à la retraite. Ça peut être des petits arrêts de 3 jours par-ci, par-là. Tant qu'on n'atteint pas au cumul 60 jours, il peut être en arrêt de travail, il n'y a pas de souci. Mais une fois qu'il a atteint les 60 jours, ce sera un refus. Oui. Alors, juste pour rebondir sur la question sur le temps partiel thérapeutique, alors effectivement, il y a un employeur qui dit que vous êtes étonné pour tout ce qui est congé sans solde. Alors, effectivement, si jamais vous accordez des congés sans solde à votre salarié, ben, nous, il n'aura pas le droit d'indemnité, hein, même pendant un congé sans solde. C'est-à-dire qu'à partir du moment Mm, où il est en congé, congé payé, congé sans solde, congé pour événement familial, nous, il n'a pas le droit en fait, c'est des journées qui ne sont mm, pas dues, hein. Il n'a pas travaillé, il n'a pas repris sur cette journée à temps partiel thérapeutique. Donc, il n'y a pas de perte et nous, du coup, on n'indemnisera pas d'indemnité journalière sur ces périodes. Donc, il faudra bien entendu nous déclarer, même si c'est du congé sans solde. oui, En fait, nous, on n'a même pas à savoir finalement si c'est du congé sans solde ou du non. congé payé. Nous, à partir du moment où il était en congé, hein, peu importe la nature du Mm. congé, il faut nous indiquer la période avec une perte à zéro. J'avais une question sur les nouvelles embauches aussi, qui nous indiquait que si jamais il n'y avait pas voilà, en cas de nouvelles embauches, on rétablit le salaire. S'il y a subrogation, est-ce que la totalité des IJ seront versées à la société ou une partie aux salariés?
Alors effectivement, c'est un petit peu plus compliqué, hein, le cadre des nouvelles Mm. embauches, à savoir que dès lors que, j'allais dire, vous pouvez rétablir un salaire et qu'il y a un salaire qui est pris en compte, on va calculer le... Alors, c'est toujours sous réserve des conditions de droit. Nous, il faut impérativement que votre salarié il ait fait 150 heures. S'il n'a pas fait les 150 heures, ça sera un refus d'indemnisation. Il n'aura pas l'ouverture des droits pour prétendre aux indemnités journalières. Par contre, dès lors qu'il a 150 heures et que vous, au niveau de l'attestation de salaire, vous avez la possibilité d'indiquer un salaire réel ou rétabli, on va calculer sur les salaires réels ou rétablis. Je prends un exemple. Maintenant, votre salarié, il est en arrêt en avril et il a démarré en avril, hein, le 1er Mm. avril, et il a un arrêt le 8 avril. Vous, au niveau du dernier jour de travail, vous allez indiquer le 7 avril. Par contre, comme le disait Océane, vous êtes que autorisé à C'est ça. rétablir le salaire du mois de l'embauche, c'est-à-dire avril. Mais nous, dans notre période de référence, on va avoir janvier, février, mars. Donc vous, quand vous allez saisir l'attestation de salaire, vous allez mettre des salaires à zéro sur janvier, février, mars. Rétablissement, bah, étant donné qu'il n'a ni travaillé et que ce n'était pas les mois dans l'embauche, ni en février, ni en janvier, février, mars, vous allez mettre des salaires rétablis pour nouvelle embauche à zéro. Et du coup, au niveau du calcul, si jamais on arrive à retrouver des droits, les Mm. 150 heures chez un autre employeur, bah, effectivement, nous, il y aura une indemnité qui partira à 0 € pour votre entreprise, même si à subrogation. Et comme j'allais dire, l'étude des droits et les salaires pris en compte pour le calcul sont sur un ancien employeur, bah, ce montant de l'indemnité journalière reviendra à votre salarié. Donc, il n'y aura pas d'indemnité finalement pour votre entreprise. En fait, ça va dépendre du cas par cas. Est-ce qu'il y a des salaires réel sur la période de référence et est-ce qu'il y aura un salaire rétabli sur la période de référence. Mais dans tous les cas, nous, en fait, on va déjà, premièrement, vérifier l'ouverture des droits et après, on va vérifier est-ce qu'on va prendre en compte des salaires de votre société, Mm. rétablis ou non rétablis, hein. Et si c'est le cas, bah, il y aura une partie de l'indemnité journalière qui vous sera due. S'il n'y a que des salaires à 0 € parce que c'est le mois de l'embauche et qu'il s'est tout de suite mis en arrêt le mois de l'embauche, à ce moment-là, il y aura un calcul qui sera fait sur aucun de vos salaires. Et au niveau de la subrogation, il y aura un paiement à 0 € qui partira. On a une question aussi, donc si l'agent est employé par plusieurs communes, mais ne fait pas 150 heures par trimestre chez nous, devons-nous quand même le déclarer? Oui, parce que au final, ça va permettre à ce que nous, on calcule au mieux ses indemnités journalières. C'est-à-dire que s'il ne fait pas 150 heures trimestre chez vous, mais qu'il fait à peu près le même contrat chez d'autres employeurs, peut-être qu'on va là retrouver les 150 heures et pouvoir permettre un paiement. Donc même si pour vous, il n'atteint pas hein, les 150 heures, comme l'a dit Mathieu, il faut quand même le faire au cas où il y a d'autres employeurs et que nous, on peut reconstituer un paiement pour l'arrêt de travail, hein. Donc, bien nous faire l'attestation, hein, il n'y a pas de souci, hein. Alors, j'ai Nathalie Dessert qui nous demande hein, si le salaire brut sur le bulletin de salaire est négatif à cause de régularisation, alors d'une subrogation. Quel montant doit-on indiquer, le brut négatif indiqué sur la fiche de paye ou le brut déduit des IJ? Non, non, attention, vous ne pouvez pas indiquer de brut négatif, hein. Non, il faut quand même qu'on Ouais. fasse un calcul sur des salaires. Donc, au fait, il faut indiquer le brut rétabli. Donc, alors je crois que sur notre entreprise, donc toujours dans la première colonne, il faut mettre le brut soumis à cotisation. Je crois que si vous mettez un moins, vous n'arriverez même pas à Ouais, passer c'est pas à sûr l'étape que ça suivante. Donc fonctionne. là, je pense qu'il faut un petit peu forcer le système Mm. et mettre qu'en salaire réel, il a eu 0 €. Ouais. Et à l'étape d'après, il faudra rétablir et nous indiquer le salaire brut sur lequel il aurait cotisé s'il n'y avait pas eu toutes ces régularisations maladie. Donc je dirais qu'en théorie, il faudra prendre le salaire de base, les primes du mois, en fait, tous les éléments qui concernent le mois, mais sans tenir compte des retenues, des Mm. régularisations au niveau des absences pour la maladie ou de tout ce qui est régularisation, hein. Là, il faut vraiment nous indiquer le brut qu'aurait perçu votre salarié s'il C'est n'y avait clair. pas eu Mm. d'absence. Donc, c'est à vous de faire le calcul en amont et d'essayer de voir quel aurait été son salaire brut théorique. On a également une question de Steven Nomblé, hein, désolé si j'écorche un peu votre nom. Donc, concernant la subrogation et le maintien de salaire en entreprise, vous avez une salariée qui est en arrêt du 1er novembre au 30 novembre et la subrogation due à son ancienneté en entreprise ne débute que le 15 novembre. Est-ce qu'il faut faire une attestation rectificative ou attendre la fin de son arrêt? Alors, en fait, là, le petit souci qu'il va nous poser, c'est que nous, on va forcément vous demander de confirmer la subrogation parce qu'elle ne débute pas au moment de l'arrêt. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites l'attestation en mettant la subrogation à compter du 15 et vous pouvez nous transmettre un petit commentaire sur le compte entreprise en précisant bien que l'assuré, enfin la salariée, n'a droit qu'à la subrogation à partir du 15 novembre. Comme ça, nous, on ne vous fait pas de retour et on sait que du 1er au 14, on lui paye à elle et après, on vous paye à vous l'arrêt de travail.
Alors, j'ai une autre question, hein, donc je lis la Mhm. question et puis j'essaie d'y répondre. Dans le cadre d'une attestation avec une subrogation plus longue que l'arrêt de travail, mais qu'il y a une interruption de travail, c'est une attestation rectificative ou une nouvelle attestation? Alors attention, je vais essayer de reprendre Mhm. un petit peu l'exemple. Vous avez connaissance d'un arrêt de travail, donc vous allez faire l'attestation de salaire. Nous, on demande toujours de mettre la subrogation maximale, hein, C'est qui ça. est prévue dans les conventions collectives. Qu'au cas où il y ait des subrogations, des Prolongation. prolongations, la subrogation court. Donc, vous allez faire une première attestation avec une subrogation, par exemple, de 3 ans. Si votre salarié reprend le travail, ben, nous, il n'y a plus de souci. À partir du moment où on n'a plus de prolongation, on arrête d'indemniser. Il n'y a pas besoin de nous faire d'attestation C'est rectificative ça. pour clôturer la Mm. subrogation ou pour dire on stoppe la subrogation. Non, il n'y a rien besoin de faire de notre côté. Nous, tant que l'assuré nous transmet plus de prolongation, ben, même si on a une subrogation qui est ouverte sur 3 ans, il n'y a pas de souci dans Il n'y a notre pas de logiciel, il n'y a paiement. pas de Mm. blocage, il n'y a pas de paiement qui se passe parce qu'on n'a plus de prolongation. C'est ça. Si jamais il a un nouvel arrêt de travail, ben nous, il nous faudra une nouvelle attestation de salaire. Par contre, là, de nouveau, il faut nous remettre une subrogation de 3 ans. Ce n'est pas parce qu'on avait Mm. une subrogation qui était ouverte pour l'arrêt précédent pendant C'est 3 ans ça. que du coup, il faut dispenser Mm. de subrogation à cette-ci. Parce que si vous ne mettez pas de subrogation sur la nouvelle attestation de salaire, nous, on va interpréter que pour cet arrêt de travail, vous ne Mm. demandez pas la subrogation et il faut indemniser à votre salarié directement. Donc attention, en fait, à chaque fois qu'il y a un nouvel arrêt de travail, C'est ça. il faut nous faire une nouvelle attestation de salaire. Et sur chaque Mm. attestation de salaire, il faut toujours indiquer la période maximale. C'est ça. Mais on a un bon commentaire, hein, d'un autre employeur qui nous dit, donc, sauf s'il reprend le travail afin d'atteindre l'arrêt, Oui. là, il faut bien nous faire une attestation de salaire pour nous signaler une date de reprise anticipée. Voilà, c'est pas la Ça, même c'est chose, c'est hein. pas la même chose. C'est très important aussi parce que si nous, on continue de payer alors que l'assuré a pris le travail, on va forcément, au final, devoir faire une régularisation, hein. Donc, c'est pas la même chose, mais c'est aussi une bonne remarque d'un employeur. Alors, bon, après, il y a des questions qui malheureusement ne sont pas vraiment l'objet de ce webinaire, Oui, hein, sur la gestion des prolongations qui interviennent après un week-end. mm, Là, je vous invite quand même à regarder le dernier Flash Actu, hein, qui est sur, oui, sur sur YouTube. YouTube. Effectivement, juste pour répondre rapidement sans rentrer Mm, trop dans le détail et le cas par cas, effectivement, autrefois, quand il y avait un arrêt qui allait jusqu'au vendredi mm, avec une prolongation qui commençait le lundi, étant donné que c'était une prolongation, on pouvait couvrir le mm, week-end et on indemnisait le samedi, dimanche et on réindemnisait le lundi sans réapplication de délai de carence. C'était un délai de tolérance qui était, on va dire, qui était autorisé par la CNAM, hein. C'était vraiment dans le mm. but de ne pas avoir de rupture de paiement et d'indemniser voilà, les dossiers. Et j'allais dire, c'était une certaine forme de logique. C'est ça. Voilà, Mm, étant donné que c'est une prolongation, bah, on couvre le week-end et on indemnise tout dans la globalité. Le souci, c'est que ça, ce n'était pas appliqué au niveau du risque ATMP et ce n'était pas non plus appliqué pour tout ce qui était salarié, travailleur indépendant. travailleurs indépendants et PAMS, hein, Mm, praticiens et auxiliaires médicaux. Et pour harmoniser, j'allais les dire, les pratiques pratiques. entre les différents publics et aussi entre les différents risques, hein, parce qu'en ATMP, C'est ça. on ne comblait pas et on n'indemnisait pas. Voilà, la CNAM a mis fin à ce délai de tolérance et au fait, on applique purement, hein, j'allais dire, la Mm, réglementation et la loi, du coup, c'est ça. qui prévoit que seules les journées couvertes par un arrêt de travail donnent lieu à une indemnisation. Donc, dès lors que Mm, le week-end n'est plus couvert, nous, on continuera à combler, mais on indemnisera à 0 €. Donc, il n'y aura plus c'est ça. d'indemnisation sur les journées, hein, Mm, qui ne sont plus prescrites et couvertes par un arrêt de travail. On va continuer à raccrocher les prolongations, mais du coup, l'intervalle ne sera plus indemnisé. Mais voilà, je vous invite quand même à regarder notre oui. dernier Flash Actu où on reprend vraiment les exemples pour reprendre, hein, cette fan tolérance et cette non-indemnisation sur les journées non comblées. On était tout à l'heure sur une question par rapport à l'âge maximum, hein, et là, on a des questions par rapport à l'âge minimum quand c'est un apprenti. Alors, doit-il s'inscrire à la CPM ou peut-il bénéficier des indemnités journalières via ses parents? Il faut absolument qu'il ait son compte ouvert à la CPM, hein. Ce sont vraiment, il devient salarié, donc il lui faut un compte pour pouvoir percevoir ses indemnités journalières, ses remboursements de soins, etc. Donc, il faut absolument qu'il fasse une demande d'ouverture de compte à la CPM. Après, il y a pareil, hein, il y a toujours des questions qui ne sont pas vraiment en rapport avec les Mhm. salaires. On va y répondre rapidement. Quelle est la possibilité si le salarié n'envoie pas son arrêt de travail? On rappelle que Mhm. déjà au niveau salarié, c'est une obligation, hein, d'envoyer déjà côté Oui, CPM dans les 48 heures, hein. Si jamais il ne respecte pas ce délai d'envoi dans les 48 heures, nous, on applique des avertissements et c'est des ça. sanctions Mhm. parce qu'il faut qu'on ait connaissance, hein, de cet arrêt de travail pour justement pouvoir exercer, hein, notre droit de contrôle, hein, aussi bien sur les contrôles administratifs que médicaux, hein. C'est-à-dire que Mhm. si notre service médical souhaite faire des contrôles au niveau de la justification médicale, il C'est faut ça. qu'il puisse
convoquer votre salarié. Donc, si le salarié nous transmet toujours ses arrêts 5 mois après, ben, on ne peut plus exercer ni notre contrôle, notre droit de contrôle administratif, ni notre droit au contrôle médical. Mm. Donc là, on va mettre des sanctions et des avertissements. On C'est rappelle que ça. c'est une obligation de transmettre côté Mm. assurance maladie dans les 48 heures. Pareil, votre salarié hein, qui ne vient pas au travail, il a l'obligation d'en informer son employeur, hein. Il y a un volet 3 Mm. pour tout ce qui est arrêt de travail hein, qui ne mentionne pas le motif médical et qui doit justement justifier auprès de l'employeur de l'absence. Donc là Mm. également, c'est une obligation de transmettre l'arrêt de travail à l'employeur. Si jamais il ne vous le transmet pas, bah, vous, de votre côté, ça va être une absence non autorisée et non C'est ça. justifiée. Si jamais, voilà, nous, de votre côté, vous avez un volet 3 et que nous, côté CPM, on n'a pas l'arrêt de travail, malheureusement, on ne peut pas Mm. indemniser et on ne peut pas Mm. prendre en compte votre volet 3. Souvent, on a des employeurs qui nous téléphonent, on les informe hein, que nous, Mm. côté assurance maladie, on n'a pas l'arrêt de travail et que malheureusement, bah, on ne peut pas indemniser. Et l'employeur, vous nous dites, ah bah non, on peut, on a le volet 3, on vous C'est ça. l'envoie, comme ça, vous pouvez Mm. indemniser. Non. Malheureusement, nous, sur le volet 3, on n'a pas l'information si c'est en lien avec une ALD Mm. ou pas en lien avec une ALD. Et comme vous l'aurez compris, ça a une importance au niveau de l'indemnisation et des droits et à la durée d'indemnisation. C'est ça. Donc, nous, il faut qu'on ait connaissance si l'arrêt est en lien Mm. ou non avec une ALD. Donc, le volet 3, malheureusement, n'est pas recevable et Exploitable. Mm. exploitable par l'assurance maladie. Quel est votre cours? Ben, vous, en fait, il faut voir au niveau des conventions Mm. collectives. Dès lors que l'assurance maladie n'indemnise pas parce qu'on n'a Mm. pas l'arrêt de travail et qu'il y avait par exemple subrogation, ben, c'est à vous de voir est-ce que vous êtes autorisé bah, à faire des retenues sur salaire pour reprendre du Mm. coup les indemnités que vous n'arrivez pas à avoir hein, C'est ça. au niveau CPM parce que côté CPM, on n'a pas reçu l'arrêt de Mm. travail. Moi, ce que je vous invite quand même à faire, c'est toujours à sensibiliser votre C'est ça. salarié Mm. par vos salariés Mm. d'ailleurs, qui doivent transmettre hein, le volet A et 2 rapidement C'est au ça. niveau CPM, hein, sans quoi il y a des avertissements et des sanctions. Mm. Et si jamais, voilà, au bout de plusieurs relances Mm. auprès de votre salarié, hein, pour l'informer que côté CPM, le volet n'a Mm. pas été réceptionné et qu'il n'y a pas de remboursement malgré le maintien de salaire que vous avez pratiqué, bah, j'allais dire, après, il faut voir au niveau juridique et au niveau de vos Mm. conventions collectives s'il y a une possibilité bah, de reprendre sur salaire les indemnités et le Mm. salaire maintenu que vous lui avez maintenu et que vous n'arrivez pas à avoir au niveau des remboursements côté C'est ça. indemnité journalière. Mais ça, c'est vraiment à voir Mm. ce qui est possible de faire au niveau des conventions collectives et j'allais dire au niveau juridique. Nous, on n'entrera pas sur tout ce qui est, j'allais dire, au niveau des payes et du Mm. droit du travail. Nous, on vous informe juste côté droit sécurité sociale. Voilà. Et malheureusement, si on n'a pas d'arrêt de travail, bah, il n'y aura pas d'indemnisation de notre côté. Voilà, je crois qu'on a un petit peu balayé l'ensemble Mm. des questions. Alors, c'est vrai qu'il y avait... On a des questions par rapport aux prolongations. Encore une fois, on vous invite à regarder le webinaire précédent disponible sur YouTube, hein. Et si vous avez des questions, quoi qu'il arrive, on a toujours le sondage, hein, à la fin du webinaire qui va s'afficher. Et n'hésitez pas à nous transmettre, hein, vos questions, peut-être un numéro de SIRET, un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous recontacter. Et on regardera ensemble si vous avez des questions sur d'autres sujets et sur cette thématique également qui pose souvent Je problème. rappelle hein, que Mm. l'enquête que vous avez en fin de webinaire, elle est anonyme, hein. Donc souvent, on a Ouais. des employeurs qui nous disent merci de nous recontacter, j'ai des questions. Mm. Malheureusement, on ne peut pas retrouver. Alors, mettez juste un numéro de téléphone, qu'on C'est puisse au ça. moins vous contacter, Mm. hein. Si jamais il y a des questions dans l'enquête, à nous laisser vos coordonnées. Mm. Parce que s'il n'y a pas de coordonnées, d'adresse mail ou de numéro de téléphone, malheureusement, on ne saura pas vers Mm. qui contacter, hein. Je rappelle, c'est anonyme, l'enquête de satisfaction. Voilà, au niveau des questions, je crois qu'on a un petit fait le tour. De Ouais. toute façon, s'il y a des questions hein, ou d'autres interrogations, bah, on n'hésitera pas à vous recontacter si Oui. besoin et à vous accompagner. Et si besoin, si jamais vous souhaitez qu'on aille plus loin dans le webinaire sur les salaires, avec plus d'exemples Oui, concrets, bah, on n'hésitera pas à refaire prochainement un webinaire c'est un ça. petit peu plus Mm. poussé sur la saisie des attestations, les salaires, avec des calculs et puis le Mm. calcul de l'indemnité journalière. Je crois qu'on en a déjà fait dans Oui. le passé, hein. N'hésitez pas à regarder. Je crois de mémoire, on en avait fait un en fin d'année Mm. 2023, vraiment avec des exemples, avec tous les salaires, que ce Ouais. soit en maladie, en maternité, en AT-MP, on avait fait Mm. des exemples concrets. Donc, n'hésitez pas à regarder nos précédents webinaires. Là, on voulait juste refaire un petit point parce que c'est important, hein. Je pense que Ouais. vous avez aussi Mm. suivi qu'au niveau de l'assurance maladie, on change de logiciel Ouais. et que tous les paiements, voilà, vont être vraiment de plus en plus automatisés. Et si jamais il y a des erreurs de salaire, bah, ça va vraiment bloquer les dossiers C'est ça. plus que Mm. c'était le cas avant avec notre logiciel actuel. Là, avec le nouvel applicatif, voilà, tout va vraiment être Mm. automatisé. Les attestations vont entrer automatiquement, tout va s'injecter.
Et si les salaires sont pas bons, bah, ça va Mm. bloquer tout le dossier et ça va entraîner vraiment des retards de paiement. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on voulait faire un webinaire assez rapide, vraiment pour vous sensibiliser sur le rétablissement des salaires et sur les salaires maladie, C'est maternité, ça. paternité. Voilà, on espère quand même que Qu'on voilà, a été clair. ça a été clair. Si jamais on n'était Mm. pas clair ou qu'il y a des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans le questionnaire à la fin de ce webinaire et puis on vous recontactera Mm. si besoin. Mettez bien vos coordonnées, hein, on le répète, mais c'est vrai que on a souvent des employeurs qui souhaitent être contactés. Malheureusement, c'est anonyme et on n'a pas de numéro de téléphone, on n'a pas de moyen de contact. Donc, si vous avez une question, vous voulez un rendez-vous téléphonique, quelque chose, vous voulez être recontacté, n'hésitez pas. Et puis nous, on vous recontactera, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, bon, je pense qu'on a essayé de répondre à l'ensemble des Mm. questions. Voilà, du coup, je vais lever Oui. la séance, du coup. Voilà, bah, du coup, on vous remercie encore de votre participation et puis on vous donne rendez-vous, je crois, pour le prochain webinaire qui est le 4, si je ne me trompe pas de mémoire, le Le 4 4 décembre, décembre, oui. qui sera justement sur la prévention de la désinsertion professionnelle en lien avec le service social de la CARSAT, hein. Mm. Donc, c'est toujours bien de savoir que ben, durant un arrêt de travail, parfois vos salariés ont une petite appréhension pour reprendre le travail et qu'il existe des dispositifs hein, C'est pour ça. vraiment les aider à reprendre de façon, j'allais dire, plus légère ou du moins à Mm. retenter sur un autre poste, hein, que ce soit dans votre entreprise, dans une autre entreprise, pour justement voir si votre salarié peut reprendre sur le même poste ou sur un autre C'est poste ça. en fonction de ses aptitudes et de ses Mm. pathologies. Voilà, il existe plusieurs dispositifs pour justement éviter la désinsertion professionnelle et la reprise voilà, et vraiment favoriser la reprise de travail de vos salariés. Donc, ça sera l'objet du prochain webinaire en décembre pour vous présenter un petit peu Voilà. les différents dispositifs. Voilà, bah écoutez, on vous souhaite une belle journée et puis on vous dit à très bientôt hein, pour un prochain webinaire. Bonne journée, à tous, à bientôt. Au revoir.